Bonjour à toutes et à tous, je me répète, mais c'est important. Je veux remercier bien sûr Alexis Lorca, Patrice Bessac et la mairie de Montreuil de nous accueillir au Théâtre Berthelot, un théâtre où j'ai déjà vu des spectacles, dont un spectacle de Bernard Bloch, si ma mémoire est bonne, voilà, ici. Et nous sommes donc réunis effectivement pour un débat dans le cadre de la Fête de l'Humanité, qui, comme chacun sait, ne se déroule pas à la Courneuve cette année et ne se déroule pas dans le grand format. Il y a des mini-fêtes dans les départements, puis un certain nombre de débats qui ont lieu dans les 3 jours qui viennent, un peu partout, à Paris et en région parisienne. Et pour autant, vous le savez, l'humanité a encore plus besoin de vous. Et donc, je sacrifie à un rituel très volontiers qui est celui de vous appeler à acheter les bons de soutien au journal qui en a un absolu besoin. Nous allons entamer cet après-midi en 2 tables rondes. Les contraintes sanitaires nous ont obligés à n'avoir que 6 personnes sur la scène. Donc tout à l'heure, 2 autres intervenants vont arriver et 2 vont nous quitter, mais ils seront là au premier rang et je crois qu'on nous a mis un micro. Et là aussi, c'est les contraintes sanitaires, on ne peut pas avoir de micro-baladeur. Voilà. Mais on va avoir 2 tables rondes. Une première qui sera consacrée à ce qu'on a appelé la critique du macronisme culturel. Il s'agit pour l'essentiel de l'analyse de l'existant, de l'état actuel, et bien évidemment, cet état actuel ne peut pas s'aborder sans une réponse à cela. Voilà. Et nous allons donc discuter dans cette première table ronde de ce que pourrait être un véritable plan de relance de la culture. Je vais en dire 2 mots. Et la deuxième table ronde, sera consacrée au fond, qu'est-ce que peuvent être aujourd'hui de nouveaux états généraux de la culture. Voilà. Il est évident que 35 ans après les états généraux initiés par Jacques Ralite, qui ont été un grand moment de notre combat et notre histoire, de l'histoire du mouvement artistique et culturel, il est évident aujourd'hui que 35 ans après, il nous faut inventer, réinventer, et il nous faut réfléchir à la meilleure manière de mobiliser autour de cet enjeu fondamental qui est l'enjeu culturel. D'ailleurs, cet après-midi, elle est consacrée d'une certaine façon à l'idée de savoir comment faire aujourd'hui pour refaire de l'enjeu culturel un enjeu fondamental pour la nation et pour la société dans laquelle nous vivons. Et c'est un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est celui-là. Voilà, la culture n'apparaît plus comme un enjeu de société essentiel. Alors, 3 remarques liminaires en essayant d'être le plus rapide possible. D'abord, sur ce que j'appelle le macronisme culturel. Il se caractérise par un air du temps qui est très anxiogène. Et je veux commencer par là. Voilà. Loin de moi l'idée de ne pas penser qu'il faut se battre contre le virus. Mais en même temps, il y a manière et manière de se battre. Or, aujourd'hui, la manière que les pouvoirs publics, nos gouvernants ont choisie, c'est au fond une méthode fondée sur la peur. Et c'est totalement contradictoire avec une vie artistique et culturelle dans notre pays. La peur générée par l'atmosphère autour du combat contre le virus, avec des contraintes sanitaires qui sont décidées par en haut, ce sont les préfets qui décident aujourd'hui. On nous a fait un grand discours sur les maires, mais aujourd'hui les préfets ne demandent même plus l'avis des maires pour décider. C'est décidé par en haut, mais aussi c'est de manière très contradictoire et très différenciée. On ne comprend plus très bien. Voilà. Le Puy du Fou d'un côté, mais on interdit les grands festivals. Et 9000 personnes au Puy du Fou sont autorisées. Il y a 5000 personnes autorisées dans les stades autour des matchs de foot, mais pour autant,
on a, moi qui suis marseillais, on vient d'interdire la Fiesta des Suds parce qu'on voulait les obliger à asseoir tout le monde et à mettre des contraintes qui faisaient que ça n'était plus conforme à l'esprit de ce festival. La peur générée par la croisade Darmanin, c'est absolument extraordinaire d'entendre aujourd'hui le retour d'un discours quasi Sarkozy sur l'insécurité avec des relents racistes et délatoires. Bientôt, on va appeler effectivement à la délation. La peur, enfin, générée par des médias et certains journalistes du type Zemmour, qui n'hésitent plus, et valeurs actuelles, vous l'avez vu, qui n'hésitent plus à afficher des convictions qui mettent en cause aujourd'hui les valeurs universelles de la République. Et ça, c'est une question forte. Or, cette peur, elle sert d'air du temps. Voilà. Et je dois dire honnêtement que c'est quelqu'un qui a attiré mon attention dans les réseaux sociaux là-dessus. Je me suis précipité sur le bouquin et effectivement, Machiavel dit quelque part, dans Le Prince d'ailleurs, j'ai vérifié, et je trouve que la phrase est assez étonnante parce qu'elle correspond bien à la période que nous vivons. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Nicolas Machiavel, dans Le Prince, vérifié, c'est pas mal. Voilà. Dans ce cadre, deuxième remarque, le monde de l'art et de la culture traverse une période, une sorte d'état de suspension. Voilà. On ne sait pas très bien quand va-t-il se terminer, cet état de suspension, et qui vient cristalliser sur une longue période, parce qu'on ne sait plus très bien où on va de ce point de vue-là, une autre longue période, très longue période, qui est une période de régression. Le moment Macron, pour reprendre l'expression de Roland Gori, ce sont de belles paroles, beaucoup d'illusions, mais ce sont des actes qui sont dans la continuité, maintenant tous les observateurs le notent, dans la continuité du sarkozysme. Et la culture n'a pas échappé à la cohérence d'ensemble du macronisme dans tous les domaines, ce bras armé du néolibéralisme, avec la baisse des budgets publics, les nominations en provenance du privé. Bref, je ne développe pas. Le public invité à mettre en œuvre un management privé, le délitement du ministère et des DRAC, la fin des emplois aidés, les atteintes aux collectivités territoriales et aux formes de décentralisation. On va sûrement y revenir. Voilà. Et troisième remarque, tout se passe comme si nos gouvernements tentaient de vider au fond nos existences d'art et de culture, à un moment où nous en avons absolument besoin. Alors c'est un état des lieux très pessimiste que je fais. Peut-être qu'on me corrigera, peut-être qu'on va me nuancer, qu'on mettra quelques bémols, il faut bien. Mais il faut aussi penser qu'il est en contradiction avec l'énorme potentiel artistique et culturel qui existe dans ce pays et qui n'existe pas uniquement centralement, qui existe partout, dans tous les territoires et qui nous... voilà. Donc cet énorme potentiel nous permet peut-être d'espérer, c'est peut-être de ça dont il faut débattre, une mobilisation forte pour un plan de relance qui soit au même niveau que celui de l'industrie. Il y a plus d'emplois dans le secteur de la culture que dans le secteur de l'industrie automobile. Or, regardez le nombre de milliards consacrés à l'industrie automobile et regardez les 2 misérables milliards consacrés à la culture dans un plan de relance de 100 milliards. Et que Mme Bachelot ne vienne pas nous dire qu'il y a déjà eu un plan d'urgence, c'est elle qui se mêle les pinceaux. Parce que les autres secteurs ont déjà eu, eux aussi, un plan d'urgence qui était 10 fois plus important que celui consacré à la culture. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que les 2 milliards consacrés à la culture constituent quelque chose qui va nous permettre de nous relancer. La question du plan de relance nécessite, je crois, une puissante mobilisation. Voilà, c'est quelques mots liminaires.
Après, effectivement, vous avez... je crois que chacun s'est présenté, si je ne m'abuse, non? Marion Mazoric, éditrice à Vauvert, que je connais bien, et qui est le fameux Diable, qui n'est pas très loin de Nîmes, qui est une maison d'édition assez remarquable. Clément Valette, graphiste. On avait mis plasticien, mais je sais, les deux, voilà, très bien, plasticien et graphiste, et qui est responsable, secrétaire du SNAP CGT, je prononce bien, c'est ça. Alexis Lorca, qui est un peu notre hôtesse. Notre hôte. Voilà. Hôtesse. Et qui s'est présentée, qui est adjointe à la culture et à l'éducation populaire. Denis Gravouille, secrétaire de la CGT Spectacle, voilà, et qui est un technicien de l'audiovisuel, ce qui va nous permettre peut-être que tu vas remplacer un peu au pied levé le cinéaste Alain Guiraudy, qui s'était engagé, qui n'a pas pu venir, et Agnès Fréchel, qui dirige un mensuel culturel très connu dans le sud de la France, qui s'appelle Zibline, voilà, qui est un très grand mensuel, et elle en est la directrice. J'ai un dernier... il fallait que ça nous arrive. Il y a quand même parmi les intervenants un cas de Covid, ou un cas de suspicion de Covid. Il s'agit de Mathieu Crochemort. Qui est musicien. Crochemort, voilà, excusez-moi, j'ai eu un trou. Qui nous a appelé ce matin pour nous dire qu'il était en quatorzaine et qu'il ne pouvait pas bouger parce que, voilà, vous imaginez. On n'a qu'à faire ce... On va commencer par toi, Marion. Très bien. Allez. Bonjour à tous. Oui, parler de culture aujourd'hui, évidemment, c'est complètement nécessaire. Alors, je vais droit dans le sujet sur la situation actuelle. Ce que le Covid révèle, c'est quand même des écarts à l'intérieur des pratiques et des mondes culturels. Ce qui est paralysé, arrêté, c'est tout ce qui est en lien avec le rassemblement public, c'est-à-dire d'abord le spectacle vivant et les représentations. Alors là, ça touche évidemment au premier chef le théâtre, mais bien plus que ça. On se rend compte que, par exemple, dans le livre, les salons sont aujourd'hui, les salons du livre, c'est le premier lieu d'achat du livre, avant même la librairie. Alors évidemment, c'est les libraires qui vendent dans les salons, donc oui, c'est un chiffre d'affaires. Il avait un tout petit peu de temps. Donc je dis, c'est les libraires qui vendent dans les salons. Donc on peut penser que le livre est à peu près protégé, puisque hormis les 2 mois de non-vente de livres, l'activité a redémarré très fortement en juin. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi sur la totalité du chiffre d'affaires de l'année, c'est que justement les salons, c'est le premier segment d'achat du livre pour le public et donc pour les libraires. Et celui-là est évidemment annulé. Et d'autre part, les auteurs, il y a moins de contrats, donc les auteurs sont aussi les plus précaires, sont en situation de plus en plus précaire. Les auteurs non précaires ne sont pas en situation précaire. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir de ce petit exemple, c'est que le monde culturel aujourd'hui, par rapport au monde culturel il y a 35 ou 40 ans, au moment des États généraux de la culture de Jacques Ralit, qui sont une très grande référence, et qui a modifié d'ailleurs culturellement le rapport des artistes et des Français à ce qu'est la culture pour tous. Même si ça a été, quelle que soit la forme qu'ont pris les États généraux, je ne sais pas si c'était parfait, moi j'en ai une vision un peu mythologique vu de mon point de vue, mais peu importe. Le débat qui a eu lieu sur la culture en France, porté par Ralit et porté par évidemment les communistes, l'exigence d'éducation populaire, mais bien au-delà par les artistes eux-mêmes et des artistes pauvres, il fait qu'en 40 ans, 35 ans, on a finalement obtenu dans beaucoup de genres d'activités culturelles des systèmes de régulation qui ont été efficaces. Dans le livre, par exemple, on a vraiment un système d'aide, par exemple à la librairie indépendante, qui s'est mis en place, qui est le premier au monde, qui est très important,
qui repose bien sûr sur l'initiative individuelle des libraires, mais avec des réseaux d'aide et une interprofession qui se vit maintenant, qui se pense comme une chaîne, qui fait que, quelque part, l'édition indépendante en a été préservée. Un éditeur comme Le Diable, Vauvert, il n'existe que parce que des libraires indépendants existent un peu partout, pas grâce au relayage, si vous voulez. Et donc on voit bien que dans cette politique de régulation qui a été imposée, et qui maintenant est un acquis culturel français, c'est-à-dire que l'idée de la culture pour tous est encore très, très vive. Si on prend le domaine du livre, par exemple, alors c'est à la fois un point fort, il y a 70% de la population qui lit régulièrement. Le point faible, c'est que 30% de la population, et 35%, on est en train de monter beaucoup, ne lit plus. Il y a 30 ans, c'était 15% de la population qui ne lisait pas. Et l'analphabétisme concernait 5% de la population. Aujourd'hui, on est en régression sur ce plan-là. Et on assiste à une situation où, certes, il y a eu régulation, mais finalement, il y a une population croissante des auteurs qui se sont paupérisés, qui se sont précarisés, et une population, disons, limitée d'auteurs et d'écrivains qui vivent de leurs plumes et qui bénéficient de l'excellence des circuits de diffusion médiatiques, sociétaux, etc. Et donc, ce qu'on constate en 35 ans, c'est que il y a, comme dans le reste de la société de marché, en fait, deux mondes. Un monde de la culture qui est excellent, qui est formidable, et puis un monde de la culture qui concerne aussi bien les pratiques des artistes que les pratiques des publics, hein, bien sûr, qui se paupérisent, c'est-à-dire que du point de vue des lecteurs, il y a des zones entières où il n'y a plus d'accès aux livres. Il y a d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les ventes de livres en hypermarché et supermarché en grande surface pesaient 20-25% des ventes du livre il y a 30 ans. 35 ans, qu'aujourd'hui elle diminue fortement. Aujourd'hui, les circuits de vente qui progressent et qui ont le vent en poupe, c'est la librairie indépendante. On pourrait dire c'est très bien. Ça veut dire aussi que la consommation de livres se rapporte de plus en plus au centre ou aux populations centrales parce que cultivées. Je vous renvoie à Bourdieu. On a vraiment une pyramide qui s'est consolidée. Et ce que le Covid vient montrer violemment en quelques mois, c'est ces écarts. C'est ces écarts massifs et quelque part presque irréconciliables. Moi, je vis, on a créé cette maison d'édition donc à Vauvert, c'est la petite Camargue, c'est entre Nîmes et Montpellier. Le Gard est un des départements les plus pauvres de France, vraiment, et avec des revenus à l'habitant très bas, des taux de non-imposition très hauts, des taux d'immatriculation de voitures de luxe très hauts. Enfin, tout ça va ensemble. Et vous savez ce que ça veut dire, donc je le vois. Donc voilà, c'est un département qui est un département populaire pauvre, où le tissu industriel a complètement été laminé avec la perte du tissu industriel français, hein, tout simplement. Ce qu'on a vu aussi, ce que le Covid nous révèle. On était dans le pays du verre à soie un grand pays de fabrication textile. Aujourd'hui, la France ne sait plus faire de masques. Enfin, voilà où on est. Et dans ce département, il y a la proportion des non-lecteurs, des gens qui sont définitivement éloignés du livre, des gens qui se pensent maintenant comme des gens que la culture n'intéresse pas, le livre n'intéresse pas. Et c'est leur dignité. Si la racaille, c'est ça, j'en suis. Je vous rappelle la chanson. Si la racaille, c'est ceux qui lisent pas, ceux qui savent pas, ceux qui vont pas à Paris, ceux qui ont droit à rien, ceux qui emmerdent le monde, j'en suis. C'est aussi beaucoup ces gens-là qui votent Front National. Sur le même argument. Nous, ce qu'on voit très bien, c'est que par exemple, c'est pas une statistique Enfin, si vous prenez la statistique de la France qui lit, et la statistique de la France qui vote FN, c'est exactement deux cartes qui ne se chevauchent pas. C'est-à-dire que dans toutes les zones qui sont les plus grandes consommatrices de livres, il y a un électorat FN très bas. Voilà. Donc on est dans cette France-là, et du point de vue des artistes,
on se retrouve là, pour moi, ce que le Covid a révélé, c'est un espèce de... Et Macron, d'ailleurs, parce qu'il est un cynisme... Bon, moi, je pense que c'est un petit Poutine, hein, c'est pas... Tu as tout à fait raison, je crois, sur la peur. On est allé voir des corridas à Béziers en août. Il y avait l'armée, avec des mitrailleuses. Alors, je ne sais pas s'ils étaient là pour protéger les tauins des anti-corridas ou le contraire, mais l'armée avec des mitrailleuses, ça, c'est pas le maire, hein. Ça, c'est l'armée. C'est le préfet. Donc, si vous voulez, et partout, enfin chez nous, je ne sais pas à Paris, parce que c'est la première fois que je viens depuis 8 mois, mais on voit la police partout, les gendarmes, etc. Donc il y a ce climat d'insécurité, il y a ce climat de sous-entendu le peuple fait peur depuis les Gilets jaunes. Il y a vraiment et alors dans la culture, un cynisme totalement affiché, qui fait qu'effectivement, alors que c'est une des premières économies de France, c'est l'endroit où on a le moins d'aide, et qu'en particulier les réponses pour les zones d'urgence de la culture, des artistes qui sont vraiment, qui n'ont plus rien bouffé, parce qu'en fait, il faut dire qu'un artiste normal, il travaille, il fait des petits boulots pour se nourrir. Donc d'un côté, il a comme commande professionnelle des boulots qui sont justement liés souvent à la réception du public, les bars, les événements culturels, les spectacles, un peu de technique, enfin, vous voyez, des boulots alimentaires qui ont complètement disparu. Et d'un autre côté, il a ses revenus artistiques, et donc la plupart ont totalement disparu. Par exemple, même dans le domaine de l'écrit, si les livres continuent à se vendre, les ateliers d'écriture, les animations scolaires, etc., etc. Alors là, on mesure en fait qu'au moment du Covid, que les écarts sont phénoménaux. Et alors, si je prends le secteur que je connais mieux, le livre, il y a eu en particulier des choses qui l'ont montré très symboliquement. Je pense aux journaux de confinement des écrivains bourgeois, on se croyait il y a quelques siècles. Et puis, au contraire, la paupérisation d'artistes qui ont vraiment plus rien pour manger, payer leur loyer, etc. C'est-à-dire qu'ils font partie de ceux qui ne mangent pas. Et alors moi, je ne sais pas si c'est... Enfin, la notion de nouveaux états généraux, il faut faire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a deux choses. D'une part, reprendre l'offensive sur toutes les mesures de régulation du système marchand qui étaient actives et sur lesquelles il faut absolument réclamer les mêmes plans d'urgence que donc pour la librairie, les artistes, les producteurs de spectacles, mais qu'au-delà de ça, on fait un bilan sur la culture qui est quand même très inquiétant. C'est que le fait que la culture, et toutes les cultures, parce que le foot, la cuisine, tout est culture, au sens même le plus large, soit dans ce système marchand, soumise aux lois capitalistes, on est clavé, comme on dit chez nous. On est piégé totalement. Vers d'un côté une demande sociale qui se concentre sur des artistes qui vont effectivement être comme des footballeurs qui gagnent des millions, et de l'autre côté tout un lumpen prolétariat de l'art et de la culture qui ne peut absolument plus vivre, alors que la demande sociale, elle est globale. Mais la demande sociale, elle est immédiatement convertie en marché. Et quelque part, symboliquement, quand on a perdu la bataille de la gratuité en bibliothèque, c'est symbolique parce que c'est vrai que c'est pas très cher, mais enfin quand même, c'était très important. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'une des réponses, alors peut-être pas en tout cas dans la représentation, elle peut s'orienter dans les économies de la gratuité. On a déjà vu qu'au niveau des transports, à quel point au niveau des transports c'était rentable. Il ne s'agit pas pour autant d'en revenir à des modes d'artistes financés par la chose publique, parce qu'on sait où ça mène. Mais enfin, pour finir et pas m'étendre plus, moi, les questions que je me pose actuellement, c'est que le Covid nous rappelle de façon très cruelle qu'en économie de marché, les problématiques de la culture et de l'art sont corrompues de l'intérieur. Voilà. Merci Marion. Clément ?
Alors moi, je vais repartir un peu plus en arrière, avant la crise du Covid. J'ai passé 3 ans en réunion au ministère de la Culture et je me suis demandé ce qu'était le ministère de la Culture parce que à chaque fois, il y avait quelqu'un du ministère de la Santé, il y avait d'autres ministères qui étaient là pour guider notre ministère, ou le budget plus souvent. Aussi, il y avait des interlocuteurs privilégiés par le ministère qui sont les organismes de gestion collective. Donc c'est des sociétés d'auteurs qui ne défendent pas l'intérêt de tous les auteurs, mais plutôt de leurs sociétaires. Et ça pose un problème de représentativité qui est, à mon sens, est évident, quoi. Et aussi, ça a posé la question d'un mépris de classe, car on voit en fait qu'il y a des gens qui sont salariés, qui sont un peu plus aisés par rapport aux auteurs qui sont vraiment pauvres. Ce qui nous amène après sur la crise du Covid, où là, les réponses du ministère, elle a été terrible pour nous, c'est-à-dire qu'ils ont proposé un plan d'aide qui était à la hauteur de 7,7 €, je crois, par auteur, donc ce qui est ridicule. Et c'était sous condition, donc il fallait avoir une exposition annulée, quelque chose d'annulé pour pouvoir toucher cette aide. Donc nous, en tant que syndicat, dès le lendemain du confinement, on a appelé la DGCA, donc le ministère de la Culture, pour leur proposer un plan pour sauver les artistes, parce que comme tu viens de le dire, tous les métiers étaient annulés, c'est-à-dire il n'y avait plus de commandes, il n'y avait plus les métiers alimentaires, donc travailler dans les écoles, tous les petits boulots étaient annulés, quoi. Donc il n'y avait plus d'argent pour la plupart des auteurs. Et donc on leur a proposé un revenu minimum, donc on pensait 1 500 €, basé sur le SMIC, et un plafond à 2 500 si ma mémoire est bonne. Évidemment, il n'en a rien été, et on se retrouve avec une aide qui est toujours au bénéfice je dirais pas des plus riches, parce que chez les artistes, il n'y a pas vraiment de plus riches, mais des moins pauvres. Et encore une fois, là, quand on se retrouve avec le projet d'exonération de cotisations sociales, pour des histoires, je crois que c'est des centaines ou cinquantaines d'euros de différence, on exclut les plus pauvres. Enfin, c'est vraiment... je pense qu'il n'y a que ça, c'est le mépris de classe. On ne va pas dire on, c'est ils excluent les plus pauvres de la solidarité nationale, quoi. C'est assez ignoble. Ensuite, j'aimerais rebondir quand même sur un problème plutôt lié aux réformes des retraites, à tout ce qui s'est passé avant, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses cette année. Sans parler des Gilets jaunes, mais on va en parler aussi, c'est que d'un point de vue culturel, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est fait avec les Gilets jaunes, qui ont, moi je trouve, en tant qu'artiste plasticien, ils ont investi les ronds-points, c'est un lieu d'art, ils ont créé des choses sur ces ronds-points, ils ont réussi à inverser un peu le rapport de force, c'est-à-dire que ce n'était pas les Gilets jaunes qui cassaient, mais c'était plutôt le gouvernement qui venait casser les œuvres d'art que les Gilets jaunes construisaient. Il y a eu tout de la culture créatrice de revendications que j'ai trouvé très intéressante. Et je me demande pourquoi nous, les syndicats et aussi les partis, on n'arrive pas à rebondir sur cette culture populaire qui est juste excellente, quoi. On a été obligé, moi je vois pendant la réforme des retraites en tant que graphiste, de créer un collectif avec des camarades graphistes qui sont militants depuis des années, en dehors du syndicat, qui s'appelle Forme des luttes, où on a produit des images pour avoir du monde. Si je le faisais avec le Snap CGT, on aurait eu beaucoup moins d'écho. C'est un truc terrible. Alors après, on arrive à créer du lien, on a recréé du lien justement avec cette lutte qui a duré bien longtemps, mais ça me pose quand même ces questions de comment est-ce qu'on s'organise pour la suite, quoi. Parce que si on continue comme ça, j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Voilà, c'est sur ces mots d'espoir. Bien, sur ce propos pessimiste, on va essayer de rebondir. Alexis ? Oui, alors moi, déjà, je voulais remercier, la première chose que je voulais faire, c'était remercier, vous êtes ici donc à Montreuil, au théâtre municipal Berthelot Jean Guérin, et je voulais vraiment remercier l'équipe
de notre théâtre, nos agents du service public dont on dit souvent tellement de mal, vous savez, les fonctionnaires, qui font fonctionner nos équipements culturels et les remercier de leur accueil. Ils ont été extrêmement réactifs pour nous accueillir. Voilà. Donc moi, je suis adjointe au maire de Montreuil, Patrice Bessac, donc déléguée à la culture et à l'éducation populaire, et vice-présidente du territoire Est Ensemble, c'est la communauté d'agglomération. Pareil, culture et éducation populaire. Alors pour essayer de faire quelque chose d'un peu global, moi je voulais revenir un petit peu sur les politiques culturelles et rappeler que les politiques culturelles en France sont financées à 70% par les collectivités locales, par les collectivités territoriales, et qu'à l'intérieur de ces collectivités, plus des 2/3 des financements, on les doit aux communes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi à rappeler, et notamment quand on voit la misère qui s'abat sur les collectivités territoriales régulièrement, les baisses des dotations, on voit ce que ça peut donner, d'autant que la culture n'est pas une compétence obligatoire en France, hein, c'est une compétence qui est partagée, mais qui n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand l'État, et l'État le fait depuis des années et avant Macron, hein, quand l'État fait en sorte que les collectivités locales aillent vers leurs compétences obligatoires et plus sur les compétences qu'elles partagent en plus, dont la culture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est obligé de construire des groupes scolaires, quand on est obligé de faire fonctionner des établissements scolaires qui sont une compétence obligatoire, il y a moins d'argent pour le reste et notamment pour la culture. Alors à Montreuil, c'est un effort qui est fait énorme parce qu'on y croit et qu'on pense que les politiques culturelles sont un vrai choix de société et qu'on en a besoin. On n'a pas baissé le budget de la culture, on l'a même un petit peu monté, mais c'est laissé en fait c'est au gré des équipes municipales. Donc ça, il faut le savoir. Et alors ça, on y reviendra, et peut-être que c'est un sujet qu'il faudra travailler, notamment, je pense que peut-être que Denis Gravouille en parlera, mais de rendre la compétence, de rendre la culture une compétence obligatoire, quoi, parce que c'est un danger qui est extrêmement important pour notre pays. Vous êtes ici donc à Montreuil, je le disais, vous êtes sur un territoire Est Ensemble et dans un département qui s'appelle la Seine-Saint-Denis. Et ce territoire dont on parle beaucoup dans les médias, rarement pour en dire du bien, c'est un territoire qui est très pauvre également, qui est un territoire très riche de sa jeunesse, puisqu'on a énormément de jeunes en Seine-Saint-Denis, le taux de natalité est très important, riche aussi de ses multiples cultures. Et moi, je pense vraiment que sur ce territoire, sur ce département, dans cette ville, les politiques culturelles et éducatives, depuis des décennies, ont été extrêmement exigeantes, ambitieuses et ont été un vrai moteur des politiques publiques en général. Et je pense que si, face aux difficultés qui sont les difficultés de notre ville, de notre territoire, de la Seine-Saint-Denis, si ce département tient debout, quoi qu'en disent les médias, et s'il est si riche de ses artistes également, parce que c'est un territoire qui attire les artistes, et pas uniquement parce que les loyers ou le foncier est moins cher, mais bien évidemment parce que les artistes y trouvent aussi, je pense, en termes humains, en termes de diversité, des sources extrêmement importantes pour leur création. C'est grâce, si ce département et ces territoires tiennent debout, c'est grâce à ces politiques culturelles qui ont été distillées par ce qu'on a appelé la banlieue rouge pendant très longtemps, mais par des politiques culturelles et éducatives extrêmement fortes et ambitieuses, avec évidemment tout un tissu associatif, tout un tissu militant autour. Mais je pense que c'est très important à rappeler également, parce que la culture en France, bien sûr, c'est le facteur économique, certes, mais il faut rappeler aussi que c'est bien autre chose et que c'est aussi ce qui est un ciment social extrêmement important et un ciment d'émancipation individuelle et collective très, très important. Alors,
Je dirais, oui, alors la difficulté pour les artistes, nous à Montreuil, la particularité de Montreuil, c'est que plus de 10% de la population travaille dans les arts ou la culture. Voilà. C'est-à-dire que dans un territoire qui est extrêmement populaire, on a ce mélange et cette mixité, alors qui n'est pas l'idéal comme on le souhaiterait, mais en tout cas qui fonctionne plutôt bien, d'artistes et qui ne sont pas des artistes riches, hein, pour la plupart. Il y a un petit peu de tout, mais on a beaucoup notamment de jeunes artistes qui s'installent ou d'artistes plus vieillissants qui sont de nouveau dans la galère, puisque vous connaissez la précarité de la vie des artistes et notamment d'ailleurs, parce que Clément en parlait, des auteurs et des plasticiens, hein, qui n'ont pas de statut très défini et qui en tout cas il n'y a pas de dispositif qui leur permet d'être un petit peu moins précaires comme peuvent l'être les intermittents par exemple. Que sur ce territoire, donc, où les artistes en plus viennent vraiment, je le disais, par choix et ont vraiment envie de travailler, notamment de partager, que ce soit des interventions dans les écoles, bien évidemment des propositions de spectacles dans nos théâtres, des propositions d'exposition dans nos centres d'art, mais ce sont des gens qui vivent réellement sur le territoire en scolarisant leurs enfants dans nos écoles publiques, et ça c'est extrêmement important dans nos villes, hein. Dans une ville comme Montreuil, c'est d'avoir des parents qui sont aussi artistes et qui peuvent venir présenter ce qu'ils font, peuvent venir. Tout ça est extrêmement important. La crise sanitaire que nous traversons toujours, bien évidemment, a précarisé de façon galopante la vie de nombreux artistes du territoire. Moi, j'en ai eu beaucoup pendant la période de confinement, puisque j'appelais régulièrement les organisations professionnelles, les lieux culturels et puis également des artistes. On a eu d'ailleurs des visioconférences avec le maire ou avec quelques artistes comme ça à chaque fois pour parler avec eux et voir un petit peu comment ils vivaient tout ça. Certains d'entre eux m'ont dit pendant le confinement, on est en train de regarder comment opérer une reconversion parce que là on ne s'en sortira pas. Et quand bien même pour les intermittents il y a cette année blanche, comme de toute façon on ne voit pas quand de nouveau on va avoir la possibilité de travailler, là il faut qu'on se reconvertisse parce qu'on vient d'arriver, on est jeune, on a des enfants, il va falloir à un moment, les choses deviennent extrêmement compliquées. Donc ça marque évidemment ce que disait Marion tout à l'heure, on voit bien que cette crise a élargi encore plus le fossé entre les gens, hein, entre ceux qui peuvent à peu près s'en sortir et les autres. On voit aussi que les artistes, et ça moi je le dis très souvent à Montreuil, parce que comme en général quand on parle de Montreuil et de la Seine-Saint-Denis, en tout cas de Montreuil, c'est pour dire soit qu'il y a des problèmes parce que c'est le 9-3, donc il y a des problèmes, soit pour dire que c'est une ville de bobos. C'est une ville qui se gentrifie à quelques endroits, mais je le rappelle aussi souvent, et peut-être que Denis pourra en parler, les artistes finalement qui vivent à Montreuil sont souvent dans de grandes difficultés financières et ont souvent beaucoup à dire en termes de difficultés financières avec beaucoup des populations qui habitent dans nos cités, quoi. L'assise financière et la précarité est souvent assez proche. Alors bien évidemment qu'un artiste, il a en lui ce savoir-faire, ces connaissances qui lui permettent de rebondir. Et quand vous avez des artistes qui disent on va changer de métier, bien évidemment que dans les cités, c'est souvent beaucoup plus compliqué de changer de métier. Mais il n'empêche qu'au jour le jour, il y a vraiment des concordances de vie quotidienne qui sont assez fortes. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, si nous perdons des compagnies, si nous perdons des artistes, puisque, on le verra, on va voir où vont aller les aides, qu'il y ait des aides pour les grandes maisons, on en a aussi sur les territoires et on est très contents.
Mais est-ce que ces aides vont aller aux petites compagnies, à ceux qui en ont le plus besoin? Et c'est ce que disait Clément. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien évidemment, il y a quelque chose qui est scandaleux, c'est qu'il y a les riches et les pauvres, il y a un prolétariat artistique et culturel, bien évidemment. Mais ça veut dire aussi que ces petites compagnies qui font le travail sur les territoires, à côté des grandes maisons, mais qui font ce travail-là, ça veut dire aussi une diversité de la création qui va s'effondrer. Et ça, c'est quand même extrêmement préoccupant en termes de démocratie, parce que la création artistique, la création culturelle, la création du jus de crâne, c'est quand même aussi ce qui permet de penser différemment, d'ouvrir des pistes et des entrées sur des pistes de réflexion différentes. C'est ce qui peut faire vivre la démocratie, tout simplement en faisant vivre, en aidant à cette émancipation individuelle et collective. Donc si on n'a plus cette diversité de création, je pense qu'en termes de démocratie, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Je voulais aussi parler des maladresses du gouvernement, comment dire à plusieurs reprises, alors ça c'était déjà le cas avant, mais là pendant l'été culturel donc, qui a été lancé par le ministère, à plusieurs reprises, moi j'étais une visioconférence avec les acteurs culturels et artistiques du territoire de Seine-Saint-Denis, où, en gros, on leur dit, allez les artistes, là, il faut bouger, il faut aller sur le terrain parce que les gens ont besoin de vous et tout ça, mais c'est juste insupportable parce que quand vous êtes élu local, les artistes, vous les voyez, mais H24 sur le territoire, dans les EHPAD, les hôpitaux, dans les écoles, en train de faire ce travail. Donc je trouve, qui paye, ce sont les collectivités territoriales. C'est pas, en l'occurrence, c'est rarement l'État. Bon, peu importe, c'est bon. Mais leur dire, je trouve qu'il y a quand même une espèce de déconnexion entre l'État et ce qui est la réalité artistique et culturelle du pays, qui est encore une fois inquiétante et qui est souvent faire injure à nos artistes. Et puis alors pour conclure, moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on balance, et moi la première, souvent l'argument économique en disant il faut défendre la culture parce que la culture c'est 4 fois plus au PIB que l'industrie automobile. Mais moi j'ai envie de redire quand même en tant qu'élu local, pourquoi on défend les arts et la culture? On défend les arts et la culture pour ce que c'est dans un choix de société. C'est-à-dire pour ce gros mot, puisque c'est un gros mot maintenant de parler d'émancipation individuelle et collective, mais moi, en tout cas en tant qu'élu, si ça fait du fric en plus, tant mieux, mais en tout cas en tant qu'élu local, je défends les arts et la culture et les politiques culturelles, tout simplement parce que c'est un élément de démocratie qui est fondamental, et comme dirait Malraux, c'est aussi ce qui fait de nous autre chose qu'un incident de l'univers. C'est ce qui fait de l'être humain autre chose qu'un incident de l'univers, que d'être éduqué, que d'être cultivé et de pouvoir côtoyer le beau ou ce qu'on trouve le moins beau, mais en tout cas la création. Voilà. Merci Alexis. Tu as raison de rappeler ces raisons fondamentales de notre soutien à l'art et à la culture, mais je voulais d'une certaine façon répondre de manière un peu polémique à Castex et à Bachelot. Voilà. Et d'ailleurs, puisque je vais passer la parole à Denis, j'ai lu attentivement l'interview de Bachelot dans Le Monde la semaine dernière. Elle reconnaît que c'est le deuxième secteur le plus sinistré derrière les transports, la culture. Mmh. Mais après, c'est terrible le vide sidéral qu'elle développe dans cet entretien. Vas-y, Denis. Moi, je vais juste revenir un tout petit peu comme Clément en arrière sur 2-3 points, parce que la question, on a la période Covid, il y aura un avant et un après, comme dans beaucoup de domaines, mais particulièrement dans les professions du spectacle et dans la culture en général. Mais auparavant, il faut effectivement tirer quelques grandes tendances, comme vous l'avez fait tous les trois, sur la lutte entre le marché et l'action publique. Et dans l'action publique, il y a le service public, donc effectivement, il y a toute la dimension
fonction publique territoriale, hein, encore une fois, une équipe ici. Bon, moi je suis montreuillois, mais j'ai un mandat national. Mais enfin, on a suivi les batailles pour le cinéma, par exemple, voilà, où des grands groupes ont essayé d'empêcher. Ça leur va quand il y a un petit cinéma RSA dans un coin, là, qui passe les films qu'ils n'ont pas envie de passer. Mais quand il y a un cinéma de 6 salles, public, qui est la même taille qu'un multiplex, alors là, ils font tout pour l'empêcher, quoi. Donc c'est évidemment ce qu'on continue de revendiquer, c'est tout ce qui s'est construit, enfin l'essentiel de ce qui s'est construit dans la démocratisation culturelle, c'est pas le marché qui l'a créé. Le cinéma, pour faire une autre dimension que le livre, mais c'est la même chose dans le livre, ça s'est construit, ça a été lancé au monde du Front populaire, mais surtout au niveau de la Libération. La création du CNC, c'est réguler l'économie. Bon, c'est peut-être pas la remise en cause du capitalisme complètement, mais enfin en tout cas c'est la mise au pas. D'ailleurs, les majors Hollywood ont combattu pendant des années ce système qui leur prend une toute petite part de leurs bénéfices pour créer un système, des lois d'aide, ça s'appelait comme ça au début, des fonds de soutien, qui ont ensuite inspiré d'autres domaines. Et la bataille, elle est actuelle. Donc, quand je dis qu'il y aura un avant après le Covid, on savait déjà qu'avant le Covid, qu'on a une grosse bataille pour arriver à faire évoluer, comme elle a su faire ce système à l'arrivée de la télévision, par exemple la télévision d'abord et puis la télévision payante, au fait qu'on doive mettre à contribution les plateformes, pas seulement les imposer sur leurs bénéfices comme n'importe quelle société qui cherche à délocaliser son siège social dans un paradis fiscal, même à l'intérieur de l'Europe, mais aussi les faire contribuer à la production de contenu et au partage de la valeur, notamment en direction de ceux qui la créent, à commencer par les autrices, les auteurs, les artistes et tous ceux qui se battent là-dessus. Il suffit de voir comment les GAFA ont tout fait pour essayer de faire capoter la directive droit d'auteur et droit voisin, qui est passée de justesse et qui maintenant il faut se battre pour faire transposer en droit français, ce qui est encore une autre bataille parce que là encore on a des puissants lobbies maintenant français qui veulent essayer de limiter le partage de la valeur en direction des artistes. Donc continuité de l'action publique, c'est une réinvention permanente. On veut nous faire croire que les services publics c'est has-been, que ce n'est plus, j'ai fait exprès de faire un anglicisme, que ça ne sert à rien, mais c'est absolument essentiel. Alors évidemment, là-dessus, je pourrais prendre d'autres exemples en dehors du cinéma, mais c'était pour... on pourrait parler du réseau labellisé, des CDN, des CCN, de tout ce réseau où on a directement du service public et puis de l'action publique à travers un réseau subventionné. On a un CDN à Montreuil, mais un certain nombre. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, par exemple, il y a des batailles pour l'emploi, pour l'activité des auteurs et des autrices, mais pour l'emploi des artistes, des techniciens, parce que derrière, on fait des grandes politiques publiques, et c'est là que, par exemple, on est dans une continuité, on a une annonce d'un plan de relance. Bon, d'une part, il ne suffira pas. Selon les propres services du ministère de la Culture, rien que le manque à gagner pour le spectacle vivant, c'est 3 milliards, et donc là-dessus, on nous sort 2 milliards sur 2 ans. Bon. Mais regardons la bouteille à moitié pleine déjà, pour au moins dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites. On va être positif. Mais sauf qu'on nous fait des grandes déclarations, donc j'étais au rendez-vous où M. Castex a dit la première fois qu'un Premier ministre vient rue de Valois rencontrer dans le site du ministère de la Culture avec Mme Bachelot les acteurs de la profession. Alors déjà, il a fallu jouer des coudes pour faire en sorte que les acteurs de la profession ne soient pas seulement les patrons du secteur. Bon, c'était dans le spectacle vivant, mais bon, voilà. Ils ont quand même pris les syndicats de salariés parce qu'on leur a dit vous avez rencontré les professionnels, on prétend les représenter. Bon, donc on a eu le droit à 3 minutes de parole et c'était une concertation. Donc du coup, c'est une grande concertation et maintenant on leur dit, alors on a été assez prudent, on a dit ok d'accord, il y a 2 milliards, ça ne suffira pas, mais on va les prendre, c'est absolument nécessaire. Hein. C'est comme quand ils filent en moyenne 7,70 € à l'auteur, il y a tellement des gens qui ont besoin de manger qu'on va les prendre quand même si ce n'est pas ça, vivre dignement. Pareil, la prolongation des droits des intermittents, on avait d'oublier à tous les entrants, tous les jeunes, tous ceux qui n'avaient pas encore de droits ouverts et qui sont, allez hop, ceux-là, on va leur filer peut-être une aumône de 1 000 € une fois,
mais pour l'instant, c'est même pas encore mis en place. Ça ne devrait pas tarder. Mais de toute façon, même pour ceux qui ont une prolongation des droits, ce n'est que de la survie. Et donc, la question de la politique publique, c'est faire autre chose que de maintenir en état de survie un certain nombre de secteurs. Alors, en tout cas, par rapport au plan de relance, on a dit, OK, bon, c'est peut-être pas suffisant, mais tout ce qui est mis sur la table, il faut que ce soit fléché en direction de l'emploi. Et quand on dit emploi, c'est y compris l'activité des autrices et des auteurs, je le redis, hein, parce que, évidemment, il n'y a pas que l'emploi salarié. Et il n'y a pas que l'emploi intermittent, parce qu'on pourrait croire que le spectacle, c'est que des intermittents du spectacle, c'est un grand nombre, mais il y a des emplois permanents dans un grand nombre de lieux culturels, dans l'audiovisuel, dans le spectacle vivant. Pas besoin de détailler, mais c'est bien de le rappeler. Et là, on dit oui, bien sûr. Et on répond, évidemment, c'est évident. Et on fait comment? Et là, ça fait depuis les annonces de Castex et de Bachelot que de réunion en réunion, depuis quelque temps, on leur dit, bon, alors voilà, vos concertations, elles commencent quand? Sous quelle forme? Avec qui? On est invité? Et comment on flèche vers l'emploi? Ah oui, voilà. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse à ces questions qui ont été posées publiquement 15 fois et qui ne viennent pas. Donc là, il y a une grosse bataille déjà. Ça ne suffira pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à continuer à la bataille contre les inégalités, notamment entre femmes et hommes, parce que la précarité, c'est encore pire pour les femmes que pour les hommes. C'est valable pour les intermittentes comme pour les autrices. Mais la durée des carrières, tous les problèmes de la diversité, évidemment, les inégalités sociales et même l'accès aux professions culturelles. Il faut le dire aussi qu'on a un problème c'est tellement précaire qu'on sait qu'il y a, par exemple, des familles qui ne vont certainement pas pousser des jeunes à faire des grandes écoles comme le conservatoire ou autre, ou Lumière ou la Fémis, parce que c'est pour déboucher ensuite vers des métiers précaires. Ça a même été étudié. Mais même si tous ces combats doivent absolument continuer parce que les inégalités vont s'aggraver, déjà, avec ce qui est mis sur la table, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant ce temps-là, continuent à se dérouler des politiques de destruction de l'action publique. On signale, le CAP 2022, ils ne l'ont pas abandonné, la trajectoire financière pour supprimer des postes à Radio France, à France Télévisions, la loi 3D, c'est un truc qui passe inaperçu, le projet de loi 3D, mais qui s'appelle la différenciation. On est pour la décentralisation culturelle, c'est les acteurs du secteur qui l'ont organisée. Enfin, c'est parti avant, c'est pas parti des politiques publiques. Mais là, il s'agit de différencier et en fait de casser le rôle de l'État comme régulateur de cette action et en fait de démanteler le ministère de la Culture, il faut dire les choses clairement à terme. Donc tout ça, ce sont des combats. Alors moi je ne suis pas pessimiste parce que tant qu'on est vivant, on se bat. Bien sûr, il faut l'adapter en permanence. Bien sûr, on a des inquiétudes quand on voit, y compris mes propres études de ministère de la Culture, qui dit que les pratiques culturelles se resserrent et que augmente le nombre de jeunes qui ne vont plus à tel endroit, qui ne lisent plus ou autre. Mais c'est jamais perdu d'avance. Si ce n'est qu'en face, il faut radicalement changer d'orientation et pas seulement mettre 2 milliards sur la table, ou même augmenter les 2 milliards, mais les réorienter dans le sens de l'action publique, dans le sens de la démocratisation et dans le sens de l'emploi et de l'activité, parce que 90%, je termine là-dessus, mais 95% de l'activité, c'est nous tous qui le faisons, c'est l'activité dans le spectacle, à part quelques exemples de concentration, la richesse, c'est le travail. Merci Denis. Agnès, c'est pas pour te dire de te restreindre. D'accord, mais... juste avant moi, on dit que ça restreint le temps, donc mais je vais faire. Vas-y, ma belle, vas-y. Alain m'a présenté comme Agnès Fréchel, directrice du journal Zibline dans le Sud. Pardon. Je t'en prie, ça me fait très plaisir que tu me présentes comme ça. En fait, il est directeur de publication de Zibline aussi, donc on se connaît bien à ce titre. Donc c'est notre directeur de publication.
Et je suis effectivement élue dans le premier secteur de Marseille. Du printemps marseillais. Du printemps marseillais. Voilà. Et élue métropolitaine aussi. Donc, en fait, peut-être que c'est par là que je vais prendre les choses, parce que j'ai entendu ce que vous avez dit, et c'est difficile pour moi de concrétiser ce que je veux dire à la lumière de ce que vous avez dit. Évidemment, États généraux de la culture, cela nous rappelle des moments où nous avons réfléchi ensemble, où nous avons fabriqué ensemble ce qui nous semblait nécessaire comme concept de base pour renouveler de façon nécessaire d'abord notre pensée, puis nos structures. J'ai l'impression que ce moment est passé, c'est-à-dire que, grosso modo, moi, quand je suis avec vous, je crois qu'on pense tous pareil, que les constats sont faits, qu'on n'a plus de grands débats d'opposition sur ce qu'il faut qu'on fasse pour que la culture, c'est-à-dire art, culture et éducation populaire, soit mis en œuvre. On fait le même constat que tout ça, on connaît même les chemins pour y aller. On voit à quels endroits c'est détruit, on voit comment c'est détruit, on sait comment mettre en œuvre, on saurait comment mettre en œuvre les outils pour que ça ne soit pas détruit, quel que soit le contexte, c'est-à-dire crise Covid ou pas, avant, après, pendant. Mais en fait, notre problème, ce n'est pas de savoir et de connaître, ce n'est pas d'établir les concepts. Notre problème, c'est d'arriver à se faire entendre. Se faire entendre à la fois des gouvernements, des collectivités, mais aussi des électeurs, mais aussi dans nos propres rangs. On a quelque chose qui est une vraie richesse et qui est un vrai capital, c'est le capital symbolique. Ce qui nous place dans une certaine classe qui n'est pas pratique et dans laquelle on n'est pas très à l'aise. C'est-à-dire qu'on a envie de s'adresser on a envie de faire de l'éducation populaire, pas seulement de l'éducation populaire, mais aussi de mettre les cultures populaires en avant, aussi de reconnaître les cultures populaires comme étant des cultures de valeur. Et ça, on sait, et on l'a théorisé, et on le pense tous maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelque temps. Mais, en revanche, moi, dans ma pratique de campagne, quand on parle culture, c'est pas évident. Quand on parle culture, y compris au printemps marseillais, c'est pas évident. Parce que pour les gens, c'est la cerise sur le gâteau et ça le reste. Et cette chose-là, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bronché. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille à ces deux choses. Comment on fait passer l'idée que la culture, ça n'est pas la cerise sur le gâteau, que la culture, ça n'est pas l'art, mais la culture, c'est la culture. Et que nous ne sommes pas ennemis de classe, mais bien des alliés de classe. Ça, c'est la première chose qui est le vrai travail politique, en fait, il me semble. Je crois qu'on l'a gagné au Parti communiste. Je crois que maintenant, et à un moment, ce n'était pas évident. Au Parti communiste, la culture est quelque chose d'important. Reste quelque chose d'important, ou est redevenu quelque chose d'important, plus exactement. En tous les cas, à Marseille, c'est un communiste qui a pris, au sein du printemps marseillais, la délégation à la culture. C'est Jean-Marc Coppola, en plus, c'est pas n'importe quel communiste. Donc, ça veut dire cette chose-là. C'est pour nous, la culture est un champ qu'on veut investir et on sait l'importance que ça a. On a aussi la ville de Martigues, qui est pas loin de nous, qui fait des choses absolument extraordinaires en matière de culture et on voit immédiatement ce que ça donne. C'est-à-dire, ça donne gratuité des musées, gratuité des bibliothèques. Première chose, premières mesures qui vont être prises et qui sont prises. Ça donne reconnaissance des cultures populaires, maison du hip-hop à Marseille, première ville de hip-hop de France, enfin, très clairement. Hein, on va faire une maison du hip-hop, on va faire une maison de l'histoire des migrations, on va faire tout ça. Une ville qui en manquait tellement. Donc on voit comment on se marque immédiatement quand on prend une ville. Et on se marque aussi par un soutien à la création. Mais en fait, ça représente, honnêtement,
ça représente presque rien dans un budget culturel, cette chose-là. Dans un budget culturel municipal, l'important c'est l'éducation artistique, les conservatoires, les écoles, etc. Les bibliothèques, les musées. C'est ça qui mange le budget d'une collectivité, enfin d'une commune en tous les cas. Donc, c'est pas très difficile de, une fois qu'on est en place dans une mairie, d'augmenter la subvention artistique. Honnêtement, c'est largement pas ce qui coûte le plus cher. Donc, si elles sont baissées, c'est évidemment idéologique. C'est évidemment idéologique et c'est évidemment parce que la création dérange. Il n'y a pas d'autre motif possible. Donner de l'argent au secteur associatif, culturel, pour une ville, c'est presque rien. Et même, ça l'aide, ça prend des missions de service public. Il y a des associations de lecture qui, depuis des années à Marseille, pallient j'allais dire la faiblesse, mais ce n'est pas assez, des bibliothèques. C'est-à-dire qu'il s'est passé en 25 ans cette chose-là, on a donné de l'argent aux associations de lecture publiques pour remplacer, à moindre coût, le service public de lecture. Donc oui, la subvention culturelle, ça peut servir à ça. Puis ça peut servir à faire des choses magnifiques. Mais en tous les cas, quand elles sont coupées, c'est idéologique, clairement, dans les collectivités, enfin dans les communes. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Notre action, il faut qu'elle soit sur le terrain des politiques publiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller dans les politiques publiques, de conquérir des territoires, d'être dans cette démarche de conquête des territoires et d'être dans cette démarche de construction des politiques publiques culturelles avec des gens qui construisent d'autres politiques publiques. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que j'ai noté 2 ou 3 choses. La carte du FN dans la région. Être à côté de Nîmes, c'est terrible. En fait, la carte du FN, moi, je l'ai faite coïncider très, très clairement avec une carte des disparitions des gares. Voilà. Donc, en fait, les petites communes qui votent FN dans toute notre région sont des communes dans lesquelles on a fait disparaître les gares. Mais c'est incroyable à quel point ça correspond. C'est la même chose, hein, l'échange. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on arrête le service public, hop, le FN apparaît. C'est vrai, c'est la disparition des services publics, bien sûr. Oui, évidemment. Et donc les bibliothèques, donc la lecture, bien oui. sûr. Donc Merci, la lecture, donc c'est la disparition des services publics. Et en fait, c'est difficile parce que le service public de la culture, c'est quelque chose dont on parle, mais qu'on ne sait pas définir ensemble, je pense, complètement. Peut-être que s'il nous manque encore un endroit où on pourrait définir un service public de la culture, ce que ça veut dire, ce que ça signifie en termes d'usage de la culture par les gens, en fait, tout simplement. Je pense que les gens ne pensent pas que la culture est un service public. En tous les cas, ce n'est pas une idée commune. C'est peut-être ça qu'on a à répandre et à réfléchir ensemble, non pas dans ce que serait un service public de la culture, parce que je pense que ce travail théorique, on l'a fait, mais dans comment faire comprendre aux gens que la culture est un service public, y compris dans la fabrique. Pas seulement dans l'usage et dans le fait d'aller au spectacle, mais aussi dans le fait de fabriquer et de mettre au jour sa propre culture. J'adorerais qu'à Marseille, on en vienne au pourcentage de gens travaillant dans la culture de Montreuil. J'en serais ravie. Je pense qu'on n'y arrivera pas parce qu'on n'est pas la banlieue de Paris et que donc les Parisiens ne peuvent pas venir habiter à Marseille. De plus en plus, hein, quand même. Quoique, ils vont bientôt le faire. C'est pas vrai, les Parisiens. Il y a du monde à Marseille. Il y a du monde à Marseille. Mais où il y a du monde dans la culture. Agnès terminer, s'il vous plaît. Non, mais c'est moi qui ouvre les choses. S'il vous plaît. On n'y arrivera pas parce qu'on n'est pas ça comme ça. Mais je crois qu'il y a eu cet été, depuis qu'on est élu, quelque chose qui est et je voudrais terminer là-dessus, quelque chose qui s'est vraiment passé à Marseille. On est passé d'une ville qui était morte en août, où les gens partaient,
à une ville qui est passée de 800 000 habitants à 1 300 000 habitants. On a eu des tas de gens qui sont venus, alors on a été débordés. Il y avait des gens partout, les plages étaient bondées, il y a eu beaucoup plus de délinquance. Mais qu'est-ce que c'était bien! C'était énorme. Il y avait des gens qui jouaient de la musique partout, pas autorisés, c'est pas grave, sans masque, parce qu'on est beaucoup moins disciplinés que vous. C'était beau, c'était chouette. Et je ne sais pas si c'est moi qui fantasme, mais j'ai l'impression que sous les masques, il y a des sourires qui sont apparus qui n'y étaient plus. On peut regagner ça, on peut revivre ça. Et cette chose qui est née à Marseille, je pense qu'on peut la faire diffuser et j'espère qu'on va y arriver ensemble. Merci. J'espère que le conseil scientifique ne va pas nous reconfiner la semaine prochaine, puisque c'est la menace qui pèse.